Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la Philosophia Perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. Bonjour Socrate. Professeur, la maïdie de ce soir sera consacrée aujourd'hui à la notion essentielle de langage. Du langage, nous savons que c'est la chose la plus ordinaire de toutes. Il semble qu'il faille devenir un philosophe pour être amené à s'en occuper. Une première question pour entamer alors le dialogue, professeur. Quelle nuance peut-on établir entre les trois termes de langage, langue et parole? Merci Socrate. Nul ne peut philosopher s'il ne commence par réfléchir sur le langage. Vous vous rappelez Socrate? Le principal problème entre Socrate et les sophistes était justement le langage. Parce que les sophistes, ils en usaient de façon tellement arbitraire, de façon tellement injuste, de façon tellement philonique, que finalement, ils pouvaient présenter le vrai comme étant le faux et le faux comme étant le vrai. Qu'est-ce que le langage? Langage, langue, parole. Nous sommes des êtres humains. Mais ici, nous sommes dans un cadre purement technique, c'est la philosophie. La différence entre la philosophie et l'opinion, c'est que la philosophie fait un usage technique des mots. Le philosophe n'utilise jamais un mot comme l'utilise l'opinion commune. Pour l'opinion commune, langage, langue et parole n'ont aucune espèce de différence. Mais le philosophe, il a besoin de faire des distinctions méthodologiques. Qu'est-ce que le langage Socrate? Tout moyen de communication, quel que soit le code, s'il permet de communiquer, on peut l'appeler langage. Exemple, on parle couramment du langage animal. Les animaux ont un langage. Les cris fixes et les signaux, comme c'est le cas avec les abeilles, comme c'est le cas avec les dauphins, comme c'est le cas avec les requins. Ils ont un langage, même si ce langage est très, très en deçà du langage humain. Pourquoi très en deçà? Parce que le langage animal, il est inarticulé. On ne peut pas l'analyser. C'est des cris fixes, c'est des signaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Le langage, c'est l'homme. C'est effectivement un moyen de communication, mais il est très spécifique. Pourquoi il est spécifique? Le langage humain est la faculté qu'a l'homme de créer des systèmes de signes qu'on appelle des langues pour pouvoir penser, communiquer, agir, etc., etc. Donc chez l'homme, le langage n'est plus seulement un moyen de communication, c'est un moyen de penser, c'est un moyen également d'agir sur le monde et même d'agir sur les hommes. Alors la langue. Pour comprendre la langue, il faut faire la différence entre le langage animal et le langage humain. Le langage animal, disais-je, est inarticulé, alors que le langage humain est doublement articulé. Il est articulé en phonème et en monème. Je prends le mot Oumar, nom d'une personne, Oumar. Dans Oumar, il y a plusieurs phonèmes. Il y a OU, il y a ME, il y a A, il y a RE. 4 phonèmes.
Mais ces phonèmes-là, en les combinant, en les recombinant, je parviens à créer plusieurs mots. Ça dépend de la disposition, ça dépend de la combinaison. Exemple, Omar, avec les mêmes phonèmes, je crée amour. Avec les mêmes phonèmes, je crée moura. Avec les mêmes phonèmes, je crée umra, ruma. Donc, la combinaison me permet d'avoir plusieurs phonèmes, plusieurs mots, à partir de quatre simples phonèmes. Alors que le langage animal, le piaillement d'un oiseau, personne ne peut le diviser. Et ici, on peut le diviser en lettres, par exemple. Je vais au marché, déjà le je, c'est un J et un E. Et déjà, il est séparé ensuite de O. O lui-même qui est formé de A et de U. Cette double articulation maintenant est ce qui permet de créer des langues. Les langues étant des systèmes conventionnels propres à des groupes socio-ethniques, ou bien en tout cas à des sociétés, ou bien à des cultures. Langue Wolof, langue Diola, langue Bambara. La langue, elle est collective, mais elle appartient à une communauté. Tandis que la parole, j'aurais pu risquer même la formule, la parole est l'usage personnel de la langue, et la langue est une parole collective. Donc ce sont des distinctions méthodologiques. Personne ne peut dire par exemple parole animale, ça n'existe pas. Parce que les animaux n'ont pas de langue. Langue et parole sont intimement liés. Et ils sont réciproquement nécessaires. Pourquoi? Parce que il n'y a de parole que là il y a une langue, mais inversement également, ce que l'expérience et l'histoire montrent, c'est que toutes les langues qui ne sont pas parlées meurent. Pourquoi le latin et le grec sont devenus des langues anciennes? Parce qu'elles ne sont plus parlées. Aujourd'hui, si j'abandonne ma langue maternelle, le sérère, et que tout le monde l'abandonne, mais la langue sérère va disparaître. Si on ne la parle pas, elle disparaît. Et si elle disparaît, c'est très grave. Parce qu'en disparaissant, elle disparaît avec les représentations du sérère, avec les croyances, bref, elle va disparaître avec la culture sérère. Donc voilà, Socrate, la nuance qu'il y a entre langage, langue et parole. Mais je dois insister là-dessus parce que c'est nous philosophes qui faisons ces distinctions-là et elles sont méthodologiques. Et principalement les philosophes d'expression française. Ils sont les plus enclins à faire ces distinctions méthodologiques. Mais les Anglais, par exemple, n'insistent pas sur ce nom. L'anglais, c'est language. Le langage, ça veut dire quoi? C'est la langue, c'est le langage. Mais en français, on dit langue, on dit parole et on dit langage. C'est une distinction qui est opportune parce que ça permet au moins de pouvoir problématiser un ensemble de questions. Professeur, j'ai envie de vous conforter en convoquant un bel esprit. Milan Kundera qui estimait qu'il n'y a de synonyme que pour les esprits paresseux. Tout à fait. Et que donc je préfère 1000 fois la langue française qui établit une nuance entre langage, langue et parole, plutôt que les anglophones qui mettent tout dans le même champ sémantique. Tout à fait. On retient également de votre réponse l'idée selon laquelle la parole est l'usage individuel de la langue. Si la langue est collective, la parole est individuelle. Peut-on alors penser que c'est la parole qui fait vivre la langue? Absolument, Socrate. C'est certes la langue qui est le berceau de la parole, mais c'est la parole qui fait vivre la langue. Et comme je l'ai dit tantôt, la parole ne fait pas seulement vivre la langue, elle fait vivre toute la culture. Toutes les cultures qui dominent, en général Socrate, leur premier réflexe c'est quoi? C'est d'imposer leur langue. Moi je suis africain, je suis sénégalais. Ma langue maternelle c'est le sérère. Mais je n'ai pas appris la philosophie en sérère. Je l'ai apprise en français. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai été colonisé par la France. Et me voici donc raisonnant en français, parlant en français et par conséquent philosophant en français. Voilà donc pourquoi les cultures, quand elles sont impérialistes, leur premier réflexe, c'est d'imposer leur langue parce qu'elles savent qu'en imposant leur langue, elles trouvent sur place des agents de perpétuation de leur propre langue et par conséquent de leur culture. Donc, c'est la langue, c'est la parole du moins qui vivifie la culture. Merci, professeur. Nous passons alors à la deuxième question prévue pour ce soir.
comment expliquer la diversité des langues? Question extrêmement importante. Je parlais tout à l'heure de la tendance qu'ont certaines cultures à être trop impérialistes et à imposer leur langue au détriment des langues locales. Mais pourquoi alors on devrait imposer à autrui sa langue? En quoi le fait qu'il ait sa langue qui lui est propre, ça devrait gêner? Ça devient un problème non seulement philosophique, mais un problème géopolitique. La diversité des langues, ce n'est pas aujourd'hui, ni même à ton époque, qu'elle a été posée. Depuis toujours, quand les gens ont commencé à parler dans des contrées différentes, la question de la diversité des langues est devenue un problème. Problème sociologique, problème socio-économique, problème culturel, problème géopolitique. Bien après vous également, même avec la Bible, la question a été posée. Socrate, vous vous rappelez certainement le Cratyle, la discussion qu'il y a eu entre vous-même, Cratyle et Hermogène. Quand Hermogène et Cratyle discutent sur la question de savoir les mots, les noms, sont-ils de simples conventions ou traduisent-ils des essences? Pour Cratyle, les mots traduisent des essences. Mais pour Hermogène, non, les mots ne sont que des conventions. Alors Socrate, nous avons là une première ébauche de réponse à la question, mais je la garde. Je reviens tout à l'heure. Bien après vous, un de nos livres saints, la Bible, a essayé de faire dans la Genèse l'historique de la diversité des langues. Tout est parti de la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel? Les hommes, très ingénieux, ont commencé à bâtir une tour tellement élevée qu'ils tutoient le ciel. Leur intention, c'était effectivement de fermer, de faire une ville fermée, mais qui est totalement en connexion directe avec le ciel. Alors, mais Dieu, comme par jalousie, est venu, il a semé le trouble, il a fait de telle sorte donc, ces hommes-là ne parlent plus la même langue. Alors naît l'incompréhension, la disparité et par conséquent la dispersion. Mais vous savez, le langage de la Bible, c'est comme les allégories, c'est comme les mythes. C'est des structures où les éléments sont dans des rapports de combinaison, mais surtout où chaque élément peut avoir plusieurs significations. Mais le plus grave dans ces genres de discours, le plus difficile du moins, c'est quoi? C'est que l'avant et l'après peuvent être inversés. Ce qui est après peut être avant et ce qui est avant peut être après. Donc la notion même de temporalité ici, elle disparaît. Cette explication de la Bible, elle n'est pas scientifique. Mais qu'est-ce que les scientifiques, eux, nous avancent comme explication de la diversité des langues? Là, le débat qu'il y avait entre vous, Hermogène et Cratyle, va être arbitré par un philosophe devenu scientifique, un Suisse qui s'appelle Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure est un linguiste qui étudie le signe linguistique. En étudiant le signe linguistique, voilà ce qu'il découvre. Que le signe linguistique, le mot, élément simple du langage, n'est pas aussi simple qu'on le pense. Le signe est composé de deux aspects. Il y a le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est la réalité, c'est la pensée, c'est la chose que l'on nomme. Le signifiant, c'est l'image graphique ou phonique. C'est le nom qui est écrit au tableau ou bien ce que vous entendez quand je dis tableau. Entre les deux, selon Ferdinand de Saussure, le rapport n'est pas motivé. Autrement dit, il n'y a rien dans le soleil qui explique qu'on l'appelle ou bien qui justifie qu'on l'appelle soleil. C'est par pure convention que un peuple appelé français l'ont appelé soleil. Qu'un autre peuple appelé wolof l'a appelé jant. Qu'un autre peuple appelé arabe l'a appelé shams, etc., etc. Donc, les mots sont, sous ce rapport-là, des conventions. Donc, le rapport entre signifiant et signifié est un rapport arbitraire. Ça, c'est une première indication sur la diversité des langues.
Parce que s'il n'y avait pas ce rapport arbitraire-là, tous les peuples appelleraient le soleil. Mais c'est parce que c'est une convention que les peuples qui sont au sud peuvent l'appeler Balabou, par exemple les Diola. Les peuples qui sont au centre, les Sérères, peuvent l'appeler Ndjej. Les peuples qui sont au centre et à côté des Sérères, les Wolof l'appellent Djant, etc., etc. Donc c'est une pure convention. Parce que c'est conventionnel, alors c'est libre. Donc nous avons là une première indication de la diversité des langues. Mais ce n'est pas tout. S'il n'y avait pas la double articulation, mais il n'y aurait jamais de diversité des langues. Pourquoi on ne parle pas de langue animale? Le seul penseur que j'ai vu, ou bien que j'ai lu, en tout cas ils ne sont pas nombreux, parler de langue animale, c'est Carl von Frisch en parlant de la danse des abeilles, la danse en 8 des abeilles, pas de leur langue animale, leur langue, la langue des abeilles. Mais, en général, langue, quand on le dit, c'est exclusivement réservé aux hommes. Et s'il y a des langues diverses, en plus de cette première raison que j'ai donnée, c'est parce que le langage humain est doublement articulé. S'il est doublement articulé, il est infiniment perfectible. On peut créer une infinité de mots, la preuve Socrate. Chaque année, aussi bien en Wolof qu'en français, en anglais, il y a des mots nouveaux. Toutes les fois que la pensée se renouvelle, elle se renouvelle en même temps que le langage. Parce que les deux sont intimement liés. Donc, s'il n'y avait pas cette double articulation, on aurait très peu de rudiments, très peu d'intrants pour créer des langues. Mais c'est parce qu'il y a une double articulation qu'on peut créer une infinité de langues. Mais ce n'est pas tout, Socrate. Il y a une troisième raison tout aussi fondamentale de la diversité des langues. Chaque langue véhicule une culture. Parce que les façons de penser sont des façons de parler. Et les façons de parler sont des façons d'être. Chaque peuple exprime à travers sa langue non seulement son rapport avec la nature, mais également son rapport avec les autres peuples et le rapport entre les hommes qui le composent. Donc, la façon de penser, la façon de se représenter, la façon d'agir sur la nature, tout ceci est traduit dans la langue. Par conséquent, s'il y a diverses cultures, mais forcément, il y a diverses façons de penser. Et s'il y a diverses façons de penser, forcément, il y a diverses langues. Donc la diversité des langues et la diversité des cultures, c'est exactement la même chose. La culture s'exprime toujours à travers une langue, et c'est la langue qui est le principal véhicule de la culture. Merci, professeur. Nous passons maintenant à la troisième question prévue. Pensez-vous, professeur, que cette diversité de langues soit un handicap à l'unité de l'humanité? Bien, oui, c'est un handicap. Parce que de vous à moi, Socrate, vous parlez grec. Moi, je parle français et wolof et sérère. Vous ne comprenez aucun mot sérère. Moi, je ne comprends aucun mot grec. Comment on va discuter? Comment on va parler? Donc voilà pourquoi la diversité des langues semble poser un problème. Mais il y a mieux. La langue traduisant une culture, les cultures étant diverses, il arrive que certaines choses ne soient pas exprimables d'une langue à une autre, ce qui pose quel problème? Le problème de la traduction. D'ailleurs, on a l'habitude de dire, même si c'est discutable, c'est très discutable, on a l'habitude de dire que traduire, c'est trahir. Donc, si vous ne comprenez pas ma langue dans ce cas de figure, il est fort probable que vous ne compreniez pas ma culture. Si vous ne comprenez pas ma culture, il est fort probable qu'il y ait des heurts entre nos deux conceptions du monde. Donc, sous ce rapport-là, effectivement, la diversité des langues peut être considérée comme étant un obstacle. La preuve. Chaque langue a sa façon de dire l'humanité. En wolof, on dit nit, nité. En français, on dit humanité. Or, la façon de concevoir l'humanité, elle est culturelle. La preuve, toutes les cultures sont ethnocentristes. Enfin, entre guillemets. En tout cas, elles ont cette tendance-là. C'est même un instinct, même s'il y en a qui le contrôlent peut-être plus que d'autres. Mais en tout cas, nous sommes tous tentés à réduire l'humanité aux frontières de notre culture ou bien aux frontières de notre tribu. Donc, ce qui fait que donc, chacun concevant l'humanité à sa mesure, il y a forcément des risques de xénophobie,
des risques de racisme, des risques de rejet de l'autre. Mais, n'oublions surtout pas, d'après ce que nous venons de dire en nous appuyant sur le Ferdinand de Saussure et même sur le Cratyle de Platon, que si les langues sont diverses après tout, mais c'est dû à la faculté qu'a l'homme, la faculté symbolique, c'est la raison. Or, la raison, c'est la faculté de connaissance, mais c'est avant tout la faculté de créativité. C'est la créativité qui, en dernière instance, explique la diversité des langues. Si l'homme n'était pas créatif, il n'aurait pas un langage doublement articulé. Si l'homme n'était pas créatif, il n'y aurait pas des conventions signifiant un rapport conventionnel. Donc tout ceci résulte de la créativité humaine. Donc, l'unité de l'humanité est la source de la diversité. C'est quoi? C'est la créativité. La preuve, Socrate, vous et moi, plusieurs personnes, si nous nous isolons quelque part et qu'on nous fasse un lavage de cerveau, il serait probable que si nous atteignions une masse critique, que nous créions une nouvelle langue. Parce qu'elle serait, comme toutes les langues, purement et simplement conventionnelle. Ça montre notre créativité. Pourtant, personne n'a jamais vu des chiens inventer une façon d'aboyer. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais vu des moutons inventer une façon nouvelle de bêler. Mais il y a plusieurs langues. C'est parce que l'homme est créatif. Mais mieux Socrate. Malgré la diversité des langues, me voici moi Sénégalais. Polyglotte. D'ailleurs, je ne connais pas un Sénégalais qui ne soit polyglotte. Même à votre époque, Socrate, beaucoup de Grecs parlaient latin et grec, en tout cas à une époque tardive. Ça veut dire quoi? Que l'homme transcende les langues. Personne n'est enfermé dans sa langue. Et ça, c'est la très grande différence entre l'homme et l'animal. Car personne n'a jamais vu un chien apprendre à miauler. Personne n'a jamais vu un chat apprendre à aboyer. Mais moi, Sénégalais, je parle Wolof, je parle Sédère, je parle Pulaar, je parle anglais, je parle français, je parle plusieurs langues. Ça montre quoi? Que les frontières entre les langues ne sont pas véritablement des frontières. Ça montre, comme le dit notre compatriote Martien Toba, que l'homme est un être transcendant. C'est la transcendance qui est la racine de l'unité de l'humanité. Il n'y a pas un homme assez bête, suffisamment bête, tellement bête, qu'il ne puisse pas comprendre une autre langue. C'est une question de volonté, c'est une question de fréquentation, c'est une question de culture. Et d'ailleurs, soit dit en passant Socrate, en général, les gens qui sont polyglottes, ils sont très cultivés. Pourquoi? Parce que parler la langue d'autrui, mais c'est forcément apprendre sa culture. Or, quand j'apprends de quelqu'un, je m'enrichis. Notre compatriote Senghor, notre premier président, théorisait ça. L'enracinement et l'ouverture. Donc, les langues ne sont pas de nouvelles tours de Babel. Du tout. Les langues peuvent être transcendées. On peut passer d'une langue à une autre. D'ailleurs, sinon, la traduction ne serait pas possible. Sinon, les emprunts linguistiques ne seraient pas possibles, Socrate. Or, prenez n'importe quelle langue. Il n'y en a aucune qui soit pure. Toutes les langues sont métissées. Toutes. Il n'y a pas de langue pure. Et les langues sont tellement métissées que, mais finalement, nous devrions être plus raisonnables, nous aussi, et comprendre que personne d'entre nous n'est Wolof à 100%, Sérère à 100%. Non. Nous sommes tous des êtres métissés. L'homme est fait pour être métissé parce qu'il y a des emprunts linguistiques, mais il y a également forcément des emprunts culturels. Donc, en résumé, Socrate, la diversité des langues ne constitue pas une entrave à l'unité de l'humanité. Professeur, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, permettez que je vous bouscule un peu. Quand vous affirmez à l'entame de votre réponse que ces langues diverses pourraient constituer un handicap, je pense qu'il s'agit là d'un argument assez faible. Et heureusement, dans la suite de votre réponse, vous avez estimé que ces langues diverses constituent en réalité une richesse, un trésor, parce qu'une langue, même notre langue, on ne la comprend mieux que quand on parle une autre langue, parce que c'est en la comparant qu'on découvre sa richesse et sa spécificité. Tout à fait. Si les langues sont différentes, professeur, y a-t-il un sens à vouloir trouver une langue universelle? Une langue universelle, c'est une absurdité.
Quelle que soit maintenant la forme sous laquelle on la peint, c'est une absurdité parce que c'est comme dire une culture universelle. Je suis d'accord pour une culture universelle, pour parler comme Senghor, mais pas une culture universelle. Parce qu'une culture universelle, ça voudrait dire quoi? Par exemple, prenons l'anglais. En s'imposant à toutes les cultures, l'anglais ne peut pas faire de sorte que donc toutes ces cultures-là abandonnent leur langue. Ce n'est pas possible. Les langues vont encore subsister, mais il y a peut-être une langue d'échange internationale qui se trouve être l'anglais. Et à l'intérieur maintenant de ces échanges internationaux, vous-même vous voyez que donc toutes les langues peuvent commercer en s'enrichissant réciproquement. Donc sous ce rapport-là, encore une fois, la diversité des langues à première vue, pour un inculte, excusez-moi le terme, pourrait constituer une entrave ou bien ça pourrait être une appréhension. Mais en réalité, une langue universelle, c'est un projet non seulement utopique, mais c'est un projet tout à fait dangereux parce que ça se fera la plupart du temps contre la survie des langues. Il faut laisser toutes les langues s'exprimer et dans leur expression, forcément, il y a des convergences, il y a des emprunts, il y a des enrichissements et par conséquent, ça permet à l'humanité d'être toujours dans la dynamique du progrès. Merci professeur. Vous nous avez appris alors qu'il n'y a absurdité à vouloir chercher une langue universelle ou alors la seule langue universelle serait celle de la traduction. Absolument. Passons maintenant à la question suivante, professeur. Entre le langage et le travail, lequel vous paraît être la première manifestation de la culture? Autrement dit, qui vient en premier? Question très difficile à trancher. Mais les philosophes, ils ont cette manie à vouloir toujours aller au fond des choses, de passer de principe à principe et à toujours aller le plus loin possible. C'est ça d'ailleurs la réflexion philosophique. Pour répondre à la question, il faut d'abord revenir sur ces deux notions. On a dit le langage, toute forme de communication, ça existerait chez les animaux. Et pourtant, les animaux n'ont pas forcément de culture. Par contre, le langage humain qui se décline à travers des langues, c'est le principal véhicule de la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avions des cultures sans avoir des langues, ce serait une aberration. Pourquoi? Parce que comment pourrions-nous transmettre notre culture? C'est dans une langue qu'on est éduqué, c'est dans une langue qu'on est formé, c'est dans une langue même qu'on est humilié, c'est dans une langue qu'on est grondé, et c'est dans une langue qu'on apprend à avoir la honte, la kersa, etc., etc. Toutes ces choses-là sont acquises. À plus forte raison, la connaissance. Et il y a un biologiste français, prix Nobel de la biologie, Jacques Monod, qui a écrit un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Dans ce livre-là, il explique que ça va être l'homme est le fruit de l'évolution. Mais l'évolution de l'homme a commencé à s'accélérer le jour où l'homme a acquis un langage. Ça a complètement infléchi le sens de l'évolution. Pourquoi? Jacques Monod répond que imaginez un homme qui découvre un outil par hasard. Il découvre un outil tout de suite. Quel est le premier besoin qui lui vient à l'esprit? Son premier réflexe, c'est de partager sa découverte. Mais s'il n'y a pas de langage, comment il va partager cette découverte? Donc, sous ce rapport-là, c'est le désir de partager une découverte qui a enclenché le processus de formation des langues. Et par conséquent, donc, du langage. Donc, sous ce rapport-là, on peut considérer le langage comme étant la première manifestation de la culture. Mais, d'autres pensent que c'est parce que l'homme travaille que l'homme a le langage. Vous savez, un de vos disciples, parce que disciple de votre disciple Aristote, a cru devoir corriger un présocratique en affirmant lui, Aristote, que c'est parce que l'homme est intelligent qu'il a des mains. Alors que le présocratique, en l'occurrence Anaxagore, avait dit l'inverse. C'est parce que l'homme a des mains qu'il est devenu intelligent. Scientifiquement, c'est Anaxagore qui a raison. Pourquoi?
La station debout de l'homme, ça libère ses membres supérieurs. Donc il a des bras et des mains ballants. Parce que les bras et les mains sont ballants, il peut s'activer, il peut entreprendre, il peut faire, il peut bricoler. Il est homo faber. Il fabrique des outils. Professeur, excusez de vous interrompre. Je vous en prie, Socrate. J'ai un souci, vos apprenants qui vous écoutent. Vous parlez de mains qui sont ballants. Pouvez-vous être plus explicite? L'expression n'est pas évidente pour sûrement ceux qui vous écoutent. Tout à fait. L'homme à la station debout et ses deux mains sont libres. Voilà. Donc, il peut les utiliser pour confectionner, pour bricoler, pour travailler. Travailler. Et quand l'homme se met à travailler, le travail c'est quoi? On dit le travail c'est une activité consciente de transformation de la nature. Mais avant d'être ça, le travail est un effort d'adaptation par rapport à la nature. Adaptation non pas où l'homme lui-même s'adapte, mais non, adaptation au sens où l'homme adapte la nature et la rend conforme à sa volonté. Dès que l'homme commence à travailler, il y a eu un échange de substances entre lui et la nature. Ça veut dire quoi? En travaillant, je rencontre des difficultés. Et en rencontrant des difficultés, je me mets encore à peut-être réfléchir pour trouver des solutions. Sous ce rapport-là, il se pourrait très bien que c'est le travail, c'est le bricolage qui a déclenché Homo sapiens. Homo faber, Homo sapiens. Bon, c'est une dialectique, Homo faber, Homo sapiens. Donc on vous dira non, l'homme est Homo faber parce qu'il est Homo sapiens. D'autres non, non, c'est parce qu'il est Homo sapiens qu'il est Homo faber. Bref, mais si j'en crois à Georges Bataille, qui dit que l'homme travaille, et c'est parce que l'homme travaille qu'il est un homme. Le travail est un refus de l'humanité. C'est à l'instant pile où l'homme a commencé à bricoler et à travailler que justement il a cessé d'être un animal pour devenir un homme et qu'il a commencé à penser. L'homme qui travaille n'est plus une bête, il devient un homme. Et c'est sur cet instant précis que la pensée et le langage seraient déclenchés en même temps. Donc, le travail peut être parfaitement considéré comme la première manifestation de la culture. Pourquoi? Parce que l'homme, regardons comment il est né. Totalement inachevé. Totalement inachevé. L'homme naît prématuré. Mais parce qu'il est prématuré, il est obligé d'ajouter quelque chose à sa nature. On dit à ce propos que l'outil est un organe artificiel. On dit que l'outil marque l'âge de l'homme. L'outil prolonge la main de l'homme. Or, l'outil, il sert quoi? À quoi? Il sert à travailler. Et c'est en travaillant, probablement, en bricolant, probablement, que les hommes auraient peut-être éprouvé le besoin de communiquer. En Wolof, on dira tire ma fille, j'appelle ma fille, pour travailler en commun. Cette entraide-là serait certainement le moment de déclenchement de la faculté du langage. Donc toutes les thèses sont valables. Langage comme première manifestation de la culture, travail comme première manifestation de la culture. On peut prendre les deux réponses et considérer que donc ce ne sont pas des réponses opposées, ce sont des réponses qui sont complémentaires, Socrate. Merci, professeur. Il semble que votre réponse montre encore une fois que quand les philosophes cogitent et soulèvent des idées, les postures qu'ils défendent ne sont pas antagonistes. Tout à fait. Elles ne sont que des points de vue qui sont différentes à partir de postures différentes. Tout à fait. J'ai envie maintenant de poser une autre question qui me vient à l'esprit. Si le langage est premier par rapport au travail, c'est un argument qu'on peut défendre en tout cas chez l'enfant. Parce qu'un enfant apprend à parler avant de pouvoir travailler. N'est-ce pas? Alors, peut-on dire que si le langage précède chez l'enfant, peut-on également dire que chez un enfant, ce sont les autres qui permettent à chaque moi de se façonner? Autrement dit, avant de pouvoir dire « je », c'est parce que dans l'entourage, j'ai entendu autrui me dire « tu ». Tout à fait. Tout à fait. Sauf que Socrate, ça dépend de ce qu'on entend par travailler. Parce qu'avant même que l'enfant articule des mots, il faut l'observer. Ses mains bougent, il attrape, il fait ceci, il joue. Est-ce que ce jeu-là n'est pas une certaine forme rudimentaire, archaïque, primitif
de travail, primitive du travail. C'est discutable. Mais vous avez raison. Le je, il est forcément précédé par le tu. Et c'est tellement vrai que nous-mêmes, comment nous exprimons la morale? La morale, comme le dit Emmanuel Lévinas, ne s'exprime qu'à travers le visage d'autrui, la figure d'autrui. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu. Donc, les principes même de la morale, on les exprime à travers la figure d'autrui du moins. Par conséquent, autrui, c'est le premier miroir à travers lequel je me vois pour ajuster mon être et pour réaliser mon propre moi. Sans autrui, il n'y a pas de moi, Socrate. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup, professeur. Nous en arrivons maintenant à la dernière question consacrée à la maïeutique de ce soir. La question est la suivante. Qu'est-ce que la nature du langage humain permet de comprendre dans la culture? Parfaitement, Socrate. Le langage humain, j'ai dit tout à l'heure, est un langage doublement articulé. Mais prenons la langue et les mots. En réalité, langage et culture sont des structures. Qu'est-ce qu'une structure? La structure, c'est un système. C'est un système. Un système, comme le système nerveux, c'est une combinaison, une interaction entre différents éléments, de sorte que, tout élément isolé du tout perd sa signification et sa fonctionnalité. Deuxièmement, chaque élément travaille à la vie du tout. Par conséquent, pour comprendre le tout, les éléments, il faut partir du tout. On ne peut pas partir des éléments pour comprendre le tout. Et c'est ça même la démarche, la méthode structurale que l'on retrouve chez certains anthropologues comme Claude Lévi-Strauss. Cette démarche est appelée structurale parce que ça consiste à appréhender les phénomènes culturels, les phénomènes humains de façon générale, la pensée, la culture, etc., comme étant des structures, de sorte que donc les éléments sont interdépendants et lorsqu'un élément est isolé du tout, il perd sa signification. Donc il faut comprendre les éléments en fonction du tout et non le tout en fonction des éléments. C'est ça le principe du structuralisme. Justement, Socrate. Tout dans langage et culture est du symbolisme. On a dit tantôt que le signe est constitué de deux aspects, le signifiant et le signifié. Or, qu'est-ce que le symbole? C'est vous qui l'avez créé. Chez les Grecs, le symbole, c'était quoi? Un objet divisé en deux parties, que deux personnes se partagent pour pouvoir se reconnaître. Nous trouvons ici le signe linguistique, signifiant et signifié. Mais c'est une convention, ce n'est qu'une représentation. Un symbole, c'est quelque chose qui représente quelque chose qui est absent. Très bien. Alors, sous ce rapport-là, nous parlons différentes langues. Mais c'est parce que dans chaque langue, les signes qu'on a trouvés symbolisent des pensées et des réalités. De la même manière, Socrate, dans certaines cultures, on pratique l'excision, d'autres ne la pratiquent pas. On pratique la circoncision, d'autres non. Dans certaines cultures même, on brûle les morts. Et il y a eu, du moins si j'en crois à Claude Lévi-Strauss, des cultures où on mangeait ses morts. Et nous enterrons nos morts. Pourquoi ça? C'est le symbole. Celui qui brûle son mort, pourquoi il le brûle? Un cadavre. Il le brûle parce que dans sa représentation, c'est la seule façon de libérer la karma. L'âme est emprisonnée dans le corps et tant qu'on ne brûle pas le corps, l'âme n'est pas libérée. Et si elle n'est pas libérée, elle ne peut pas se réincarner. Tandis que nous, croyants, nous sommes persuadés que l'homme est fait à partir de poussière. Et donc il doit retourner à la poussière. Alors que celui qui mange le mort, c'est toujours du symbolisme. Quand quelqu'un meurt et sa descendance le mange, c'est parce que dans leur conception, l'homme vient du ventre, ou bien l'homme vient de la chair, il doit retourner à la chair. Toutes les trois conceptions et toutes les trois pratiques se valent. Parce que c'est de la représentation. C'est une façon de penser qui se traduit par des pratiques. C'est exactement la même chose pour les langues. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Socrate, aucune langue n'est belle, aucune langue n'est difficile.
les langues que nous ne parlons pas nous paraissent difficiles parce que nous ne les comprenons pas. De la même manière, Socrate. Tout étant conventionnel dans le langage, mais tout est conventionnel dans la culture. Donc celui qui accepte la diversité des langues, il doit pouvoir comprendre la diversité des cultures. Si les langues sont des structures, mais forcément les cultures sont des structures. Par conséquent, il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de langue supérieure. Mais en même temps également Socrate. Puisque les langues sont des structures, nous ne pourrons plus, nous, juger la culture d'autrui en fonction de la nôtre, parce que les symboles ne sont pas les mêmes. De la même manière que moi, je ne peux pas juger la langue wolof parce que je suis sérère en disant que la langue wolof est une langue pauvre. Ça n'a pas de sens. Une langue pauvre n'a pas de sens. Parce que chaque langue traduit une façon de penser, chaque langue exprime une culture, chaque langue exprime un être. Donc sous ce rapport-là, la nature du langage humain, la nature de la langue, la nature structurale du langage humain permet de comprendre la nature structurelle de la culture humaine. Donc, cette diversité-là, elle se comprend du point de vue de la structure, du point de vue des systèmes. Il n'y a pas de langue supérieure, il n'y a pas de culture supérieure. Mais, autant Socrate, ce symbolisme n'est pas un frein. Ça nous permet de passer d'une langue à une autre, mais de la même manière, on pourrait passer d'une culture à une autre, et c'est le cas. Nous sommes tous multiculturels, de la même manière que nous sommes tous polyglottes. Donc, c'est une manière de dire que la nature même des signes linguistiques est un signal que la nature de l'homme envoie à l'humanité tout entière. Soyez différents, mais comprenez vos différences et respectez les différences. Respecter les différences, c'est rendre hommage à la faculté de créativité de l'homme Socrate. Professeur, voici déjà arrivé l'heure de nous quitter. Moi, pour retourner dans ma grotte à penser, et vous pour remonter à cheval et reprendre le chemin du foyer familial. Bien des choses à madame et aux enfants. À très bientôt pour une autre séance de maïeutique. Bonsoir. Bonsoir Socrate. Je m'appelle Socrate, fils de Sophronisque, tailleur de pierre, et de Phénarète, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi? Je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la ciguë et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le supplice éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la philosophia perennis, représentée par ces milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue, mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ces citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse.